fera 4000 personnes, concert complet. Derrière, on a toutes les maisons de disques de France qui appellent en disant mais c'est quoi cette histoire, vous êtes qui? Enfin, 1 an de dépression nerveuse alors qu'on est numéro 1 des ventes en France. 22 ans, on est en boubou, les yeux tout rouges, qu'est-ce qu'on fout là? Oh merde, c'est du direct, c'est tellement rare. En plus, c'est le journal de 13h. J'ai appelé Riquet, je lui ai dit bon vas-y, ça te dit on monte demain. Oh, je lui ai dit attends. C'est du direct, on y va, on fait 10 secondes de tout le bonheur du monde et on fait bienvenue en Chiraki. Feu. Et donc, Bienvenue dans Route, le podcast qui identifie les racines du succès. Ici, on ne se contente pas de raconter des success stories, on explore ce qui les rend possibles, mais aussi fragiles. Les réussites qui rendent fiers, le scaling qui challenge, mais aussi ce moment flou où t'as coché toutes les cases, mais t'as plus de cap. Le doute qui a précédé ou qui revient, même quand t'as réussi. Parce que le business, c'est des hauts et beaucoup de creux entre les pics. Chaque semaine, une voix forte, un entrepreneur, un auteur, un dirigeant vient avec un vrai sujet et ensemble, on creuse, on reformule, on déverrouille. Avec la méthode Solveo, on tire le fil, on passe de la confusion à l'alignement et parfois, on touche quelque chose d'universel. Je suis Nicolas, mentor Solveo et partenaire de Darwinix. Et moi, c'est Pedro, CEO de Solveo. Bienvenue dans Route, le podcast qui démystifie le succès. Plus que de l'inspiration, de l'oxygène. Mike Dinka, de toutes les personnes qui ont œuvré pour la popularité du reggae en France, tu es probablement la plus importante. Depuis la création de Sinsemilia, il y a 34 ans, ça ne nous rajeunit pas, tu as donné plus de 1500 concerts et vendu plus d'1 million d'albums. En plus d'être le cerveau, le boss et une voix des Sinsé, tu es aussi le parolier à qui on doit beaucoup des plus grands tubes du groupe et de Riquet aussi. On se souvient tous de Tout le bonheur du monde, hymne intergénérationnel que chacun a fredonné un jour, mais réduire ta carrière à ce refrain serait injuste. Tu as porté sur scène plus de 30 ans de musique, de combat et de collectif. Rebelle, activiste, pacifiste, les plus anciens d'entre nous se souviennent de ton premier coup d'éclat, en mai 98, 2 mois avant que le monde ne se rende compte qu'Aimé Jacquet était peut-être pas si nul que ça comme entraîneur. La France vous découvre lorsque tu sors La mauvaise réputation version reggae. Reprendre Brassens, géant de la chanson française s'il en est, en version reggae, il en fallait une sacrée paire à l'époque. Mais ce n'est rien face à ton deuxième coup d'éclat. En 2005, à grands coups de marteau, tu enfonces le clou dénonciateur dans le bois des médias au service d'une société abusive lorsque le JT de France 2 en direct, tu coupes Tout le bonheur du monde pour chanter Bienvenue en Chiraki, laissant la production sans voix. Car chez toi, l'art n'a jamais été séparé de l'engagement. Tu as toujours lié musique et politique, n'hésitant pas à transformer une performance télévisée en acte militant, à dénoncer l'extrême droite ou à faire de chaque scène un espace de résistance, d'amour et de partage. Tes chansons m'accompagnent depuis l'adolescence et je crois que beaucoup ont sous-estimé la portée. Loin de l'image caricaturale d'un simple hymne à la légèreté ou à l'évasion grâce à des herbes illégales en France, tes textes portent un message fort qui me parle beaucoup. C'est de ne pas subir sa vie et de reprendre le contrôle. Derrière l'insouciance apparente d'un refrain entraînant, on trouve une conviction profonde. Le bonheur, la liberté, l'avenir ne sont pas des hasards ni des privilèges, ce sont des choix, des engagements. et oh, ça commence bien là les gars. Il faut quand même que je réagisse à un truc, parce que c'est extrêmement touchant, etc. Mais tout ça dans le collectif Sinsemilia, tout ce que tu as dit là, voilà. Mais je veux pas tout prendre sur moi, mais non, très touchant, très agréable, enfin, très bien. C'est sincère. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va pas parler que de tes tubes, de refrains, de succès. On va aussi essayer de creuser tes racines, pourquoi tu t'es engagé, tes doutes. On va parler un petit peu de tous ces moments de changement et de grosses décisions. Ouais. Bienvenue dans l'émission. S'il y a une question que tu trouves difficile, on a pour toi un seul joker. Ok. Tu peux nous le donner à tout moment. Ok. Je pars dans l'idée de ne pas l'utiliser, mais Et comme ça, on peut verra. pas retenir nos coups en sachant que tu as le consentement à chaque fois que tu réponds. Allez-y. Très bien. On va ouvrir sur quelque chose de un peu traditionnel. On va te demander un petit peu de nous dire d'où tu viens et quand tu regardes le recul, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui. Pedro a cité beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te parle le plus? D'où je viens, grenoblois. Moi, je suis enfant de deux profs, donc classe moyenne plus, on va dire. Je dis ça parce que c'est important. J'étais le seul de ce cas-là dans Sinsemilia. Les autres, c'était plutôt classe bien populaire. Et de quoi je suis le plus fier? Deux choses avec Sinsemilia, d'avoir réussi notre aventure humaine. On est parti, on était un groupe d'ados, on était 11.
Et 30 ans plus tard, sur les 11 de départ, 7 sont toujours là. C'est rare un groupe qui dure autant avec, sans perdre de membres en route, quoi. Donc ouais, je me dis qu'on a réussi notre aventure humaine et c'était un sacré défi. Donc ça, j'en suis très fier. Et sinon, de quoi je suis fier? Je crois que le jeune homme que j'étais, si regardait le vieux que je suis aujourd'hui, il dirait, bon, ok, tu m'as pas trahi en route. Et j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Évidemment que j'ai évolué, adapté, etc. Mais on est parti avec des valeurs et on les a conservées. Donc j'aime bien l'idée, ouais. C'est intéressant ces valeurs. Il y a la fidélité, j'imagine, en amitié, parce que j'ai vu quelqu'un qui avait fait un graphe rigolo. Il a noté le démarrage chez Sinsemilia et quand est-ce que la personne a quitté le groupe sur les 14. Ok. Et en fait, on voit que quasiment tout le monde suit 34 ans Ouais, de groupe. C'est assez impressionnant. ouais, c'est parce qu'on a mis ça en priorité. Si on considère le groupe comme une micro-société ou comme une entreprise, enfin ce qu'on veut, on est un collectif de 11 personnes très soudées à la base. Il y a cette volonté, même si on a évolué différemment avec l'âge, en partie, enfin chacun suit son parcours de vie, mais en priorité, il y avait réussir notre aventure humaine ensemble. Vous l'avez Prendre soin- verbalisé ça? Ouais, enfin, en tout cas, on l'a verbalisé avec le temps. Moi, c'était très tôt, très clair dans mon esprit. Si à l'intérieur de notre micro-société, on n'arrivait pas à appliquer les valeurs que moi j'ai envie de voir appliquer à l'échelle d'une société, alors il fallait que je me taise. Donc, prendre le temps du dialogue, prendre le temps de l'empathie pour comprendre les tensions qu'il y a inexorablement dans une aventure humaine à aussi nombreux. Moi, très tôt, ça a été mis en priorité. C'est-à-dire qu'il y a même des décisions. Moi, je suis aussi manager du groupe. Il y a des décisions qu'on tirait vers l'humain plutôt que vers le business. Là, businessment parlant, ce serait intelligent de prendre cette décision-là. Ouais, mais humainement parlant, pour la cohésion du groupe, faut prendre la décision inverse. Bon, ben, le choix, il est fait vers l'humain. Donc ouais, ça a été verbalisé et réfléchi tout au long de l'aventure. Ouais. Ça a amené des regrets, pas forcément chez toi, parce que tu as l'air d'être très carré avec tes valeurs, mais peut-être chez d'autres dans le groupe, ou même chez toi, à certains moments, d'avoir fait des décisions plutôt humaines que mercantiles. Ouais, il y a un regret que j'ai compris avec le temps. euh, dans cette volonté de privilégier l'humain, ça, j'en démords pas. Que c'est... Par contre, par moment, j'ai pas su le faire de la bonne façon. C'est-à-dire que des fois, c'est pas grave d'engueuler quelqu'un. Des fois, c'est pas grave de dire non ou merde. Euh, Si c'est bien dit et dans un cadre. Or, moi, pendant de nombreuses années, j'ai préféré prendre sur moi et en fait, ça marche pas sur le long terme. Et c'est au fil du temps que, entre nous, c'est devenu plus clair qu'il n'y a pas de souci. Dis les choses, même quand elles sont dures à entendre. Euh, à partir du moment où tu as prouvé que c'était bienveillant et dans l'intérêt commun, voilà, j'ai mis un peu longtemps à comprendre ça. Que bienveillance, ça veut pas dire, ça veut pas dire tout encaisser, surtout que ça marche pas et je l'ai payé dans mon parcours, j'ai vu que ça marchait pas. Ça a eu quel impact? 1 an de dépression nerveuse alors qu'on est numéro 1 des ventes en France. Moi, à un moment, les nerfs lâchent de trop de choses encaissées, enfin voilà. Euh, Ok, ça c'est hyper paradoxal. Donc le moment du grand succès mhm. Ouais, a on- créé un, chez toi des troubles. Je pense pas que ça ait créé. Je pense pas que les deux soient si liés que ça. D'accord. C'est un déclencheur, pas un déclencheur, Qu'est-ce- mais un truc, la goutte d'eau qui a fait Bah, déborder le vase. j'ai jamais su si c'était un hasard, le fait que ça tombe au moment où on est numéro 1. Il y avait 2-3 petits trucs dans la vie, mais qui n'étaient pas liés à ça. Mais je découvre qu'une personne avec qui on travaillait s'est mal comportée avec. Enfin, 2-3 trucs qui me déçoivent sur des choses humaines. Et moi, je suis très sensible à ça. Donc, je sais pas si c'est le hasard. Après, c'est sûr qu'être numéro 1, ça rajoute de la pression quand tu es à la fois le chanteur du groupe et à la fois le manager et le producteur. J'en avais des coups de fil dans la journée à cette période-là. Est-ce que tu t'en mets pas trop sur l'assiette alors? C'est pas ça le problème? Trop de responsabilités, trop vouloir prendre les. Alors certains diront si. Moi, je suis pas sûr. Par contre, si tu en mets autant dans l'assiette, comme je disais tout à l'heure, faut savoir que ok, bah, si je veux pouvoir tout absorber,
eh ben, il faut aussi que je fasse attention à moi. Donc, que je me protège moi aussi. Euh, Moi, la masse de boulot me fait pas peur. Par contre, peut-être la pression à l'époque, la pression qui pour moi est toujours liée à des trucs humains. Bah, fallait peut-être que je trouve un moyen de l'évacuer plus tôt. Je l'ai pas évacué, je l'ai payé 1 an. Est-ce que tu penses, pardon, T'en prie. le fait que le succès soit si jeune, tu avais la vingtaine, Mhm. dans tes premiers succès, ça a Premier joué? vrai succès, j'ai quand même. J'ai 25. Tu peux 25 nous en ans. parler un peu pour qu'on comprenne qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là, à 25 ans? En fait, nous, elle est bizarre notre histoire avec Sinsé. À la base, on est une bande d'amis passionnés par le reggae. À un moment où en France, tout le monde trouve ça complètement ringard. On est grenoblois, qui est une ville absolument pas porteuse au niveau de la musique, et on est mauvais musiciens. Donc globalement, tout ce qu'on fait, on le fait par passion. C'est un truc, moi, j'ai analysé après, mais c'est un moteur qui est extrêmement fort, la passion. Donc on se dit pas, on veut faire carrière. C'est impossible avec autant de tard avec nous, on fera pas carrière. Donc on fait par passion, ce moteur est très fort. Donc le premier album, on l'autoproduit nous-mêmes parce qu'on veut faire un album, tout le monde s'en fout, mais nous on veut le faire. On fait le maximum de concerts, moi je vais chercher des concerts partout, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Tout ça crée que finalement, il y a un engouement discret autour de nous, mais de plus en plus porteur. Vous devenez bon musicien à force, j'imagine? On compense nos lacunes par beaucoup de réflexion. C'est-à-dire que par exemple, ok, sur scène, on va croiser plein de musiciens qui seront 1000 fois meilleurs que nous. Mais nous, on aura préparé un show que eux n'auront pas préparé. Parce que pour compenser nos lacunes, on va développer d'autres forces. On avait des shows à l'époque où on pouvait passer des nuits et des nuits et des nuits et des nuits à réfléchir au show. Beaucoup de réflexion pour compenser le... Masqué. Ouais. Donc petit à petit, on devient un petit phénomène. Il y a un groupe qui fait du reggae en France un peu bizarre et ça prend de plus en plus. Et oui, ça explose avec le deuxième album, avec Résistance. C'est-à-dire que la semaine de sa sortie, l'album, il se classe 4e meilleure vente d'album en France. Donc là, oui, là, c'est merde. On joue plus dans les MJC, on joue dans des belles salles. L'album, il est disque d'or assez rapidement. On profite de tout ça, ouais. Je sais pas comment dire. Le fait qu'on soit déjà la même bande, etc., ça aide aussi à pas trop s'emballer. Puis c'est pas encore le grand public, c'est un public de festivals, de concerts qui nous suit. Enfin, mais oui, c'est quand même cool. Enfin, on s'emballe un peu quand même aussi, oui. Et là, tu as 25 ans, est-ce que tu te dis, allez, je suis assez fort pour prendre toutes les responsabilités en même temps dans ce groupe? Mais en fait, je les avais déjà. Je les avais depuis le premier Avant jour, en le fait, succès, pas la ouais. force des choses. Ouais. Euh, euh, moi, j'ai ce côté entrepreneur qui me plaît, j'ai ce côté manager qui me plaît, j'ai ce côté euh, leader d'un groupe qui me plaît. Enfin, donc les différentes casquettes, je les ai pris très 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 tôt. Oui, le tout premier concert qu'on fait, c'est parce que moi je vais le chercher. Tous les autres concerts, c'est parce que moi je mets les coups de fil et je me déplace pour trouver des dates. Le premier album, c'est moi qui dis je crois qu'il faut qu'on fasse un album. Après, attention, moi je lance le truc, derrière j'ai une équipe de guerriers incroyable. C'est-à-dire que par contre, tout à l'heure je parlais du moteur, il y a le moteur passion, mais il y a le moteur aussi qui, moi, n'existe pas vraiment, mais le moteur, la musique pouvait permettre à plein de changer de vie, de s'élever socialement. C'est un moteur qui est très fort aussi. Donc quand moi je montrais la voix, derrière j'avais des guerriers incroyables. Les gars, il faut aller afficher toutes les nuits pendant 10 jours. Pas de souci, on va afficher toutes les nuits pendant 10 jours. Enfin, donc voilà, moi j'avais à réfléchir la stratégie du truc, mais derrière j'avais des sacrés guerriers. Ouais. Ouais, donc ça, c'est encore à ce moment-là, c'est une opération un peu guérilla où le temps de chacun des membres du groupe est mis à disponibilité pour faire tout, vous faites tous les métiers. Ouais, parce qu'encore une fois, on en revient à la notion de passion. Pour nous, c'est pas du temps, c'est avec plaisir qu'on donne tout pour ce projet-là, parce que c'est notre passion, faire ça ensemble, etc. Donc oui, celui qui est doué pour faire des dessins, vas-y, fais-nous une affiche. Toi, t'es doué pour ça, vas-y, fais ça. Mais voilà, c'est motivé par l'immensissime passion. Ouais. Ouais, à ce moment-là, pour peut-être ceux qui nous écoutent maintenant et qui ne le savent pas, il n'y a pas TikTok. Non, il n'y a pas de réseaux sociaux. Si Donc tu veux c'est que quoi, les coller gens... des affiches, le bouche à oreille, Ouais, le trouver- bouche à oreille. Je te disais tout à l'heure, on montait des shows qui étaient vraiment réfléchis. Je veux que si on est dans un festival où il y a 5 groupes,
On ne sera pas les meilleurs techniquement, mais je veux que les gens ils se souviennent que. Donc ça sous-entend aussi beaucoup de boulot en amont, de répète pour monter un show qui fait que waouh, ok. Donc à tout niveau, en fait, tout le temps, nous on essaye de viser la marche du dessus, et si possible même la marche qui est encore un tout petit peu au-dessus de celle qui est logique. C'est motivant, c'est boostant, donc voilà, et quand tu vises la marche qui est un peu trop haute, bah, tu as intérêt de te bouger pour l'atteindre. Donc, vu qu'on se bougeait avec plaisir, allons-y, faisons. Mais oui, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Internet. Moi, pour contacter les organisateurs, j'allais à la cabine téléphonique. Hein, tu vois La cabine téléphonique. À la cabine téléphonique, je suis un ancien. On envoyait nos fiches techniques par fax, et le fax, c'était waouh, on a un fax. Ah ouais, attention, Futur. je parle d'une autre époque. Hein. Alors, le paradoxe, c'est du coup, vous réalisez assez rapidement plus que vos rêves Mhm. en ayant cette sortie. Et donc, ça te met. Parallèlement, toi, t'es mal Plus tard, je suis mentalement. mal. C'est vraiment plus tard, je suis mal. Je suis mal au moment de. C'est la période de tout le bonheur du monde. Donc là, j'ai 30. Ah oui, d'accord. 7 ans plus tard. Ouais, c'est vraiment la période de tout le bonheur du monde. Donc c'est pour notre 1, 2, 3, 4e album. Jusqu'au 4e, je le tiens avec beaucoup de pression, mais tout ça, je tiens. Ça explose au bout de plus de 10 ans. Ouais. Tout le bonheur du monde, c'est 2004 et le premier concert, c'est 91. Ouais, au bout de 13 ans. Vous étiez déjà un groupe qui compte. Oui, Sur la on était scène déjà musicale. multidisque d'or sur nos albums d'avant. Ouais. Mais là, il y a une échelle Là, il y a supérieure. un grand public. Il y a un public, celui qui va pas en concert, Il mais vous qui connaît. écoute la radio ou qui regarde la télé. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde connaît tout le bonheur du monde. Bah ouais. Donc voilà, il y a un côté très grand public. Et c'est pas ça que tu vis mal, tu dis. Donc il n'y a pas forcément un lien entre ça et la dépression. Non, je crois que j'ai trop tiré sur la corde trop longtemps et que là, ça. Dépressurise. Dépression. Ça Comment on se réinvente? Parce que du coup, ton public a changé, toi, t'as changé. Mhm. Et après cette partie dont tu parles de dépression, enfin Ouais, Pas tu peux quel dire bon dépression mot. parce que Ouais. c'était ça. on peut dire ça. T'es encore là et t'es toujours en train de créer. Mhm. Donc tu te réinventes. Quel est le moteur change? C'est plus le besoin de réussir et de changer l'ascension Ouais. sociale, qui disait que t'es pas forcément. La passion, est-ce qu'elle était toujours là? La Est-ce que passion est toujours là. 1500 concerts, tu vois, Ouais. comment c'est quoi aujourd'hui le moteur? Aujourd'hui, c'est la passion et le plaisir. Mais par contre, la passion, c'est un truc dont on prend soin. Par exemple, ça fait 3 ans maintenant qu'avec Riquet, l'autre chanteur du groupe, on a un nouveau projet, on est 2 sur la route. C'est parce que j'ai sorti aussi le moment où, après 33 ans de tournée avec Sinsemilia, je commence à être un peu moins passionné par ce que je fais. Oula, ça va pas m'aller. Si on m'enlève ce moteur-là, moi, ok, inventons un truc qui va me passionner. Donc on est parti dans cette aventure de théâtre, café-théâtre, etc. Le temps que l'envie de refaire du Sinsemilia revienne aussi et que la passion revienne. Mais moi, c'est mon moteur tout le long. Ça a toujours été mon moteur, même en période de dépression. Enfin, pas pendant. Mais le premier truc que je cherche à retrouver, c'est la sérénité et la passion. Pour moi, c'est un moteur qui est tellement fort. Souvent, ma femme me dit, mais comment tu fais pour... là, avec Riquet, on fait toute notre tournée en Duster. On est 3 dans un Duster et on fait 90 dates par an. Elle me dit, comment tu fais pour avaler tous ces kilomètres? Eh ben nous, on le vit très bien. On le vit très bien. Je te dis pas que c'est pas long, hein, tu vois. La semaine prochaine, on fait Grenoble-Le Havre en Duster. Je te dis pas que je trouve pas ça long. Mais on y va pour vivre notre passion. Les moments qu'on va vivre valent ces heures de voiture. Et dans la voiture, on va parler musique, échanger musique, écouter de la musique, raconter des conneries comme si on avait 15 ans et c'est très agréable aussi. Ouais, la passion reste un moteur qui te permet de vivre plein de trucs, ouais. D'aller au-delà de plein de trucs qui peuvent faire ah, c'est dur. Bah, non, tant que t'es passionné, ça l'est pas. Et entre ce succès qui t'amène en dépression et aujourd'hui où tu vis complètement ton kiff, comment t'es sorti de la dépression? Qu'est-ce qui t'a aidé à rebondir? À part la Alors passion. déjà, j'ai pris 1 an de repos, de relatif repos. On a déménagé avec ma famille, on allait se mettre dans la Drôme au milieu de rien. C'est-à-dire que j'ai quitté Grenoble, où à Grenoble j'étais ultra identifié comme Mike, le chanteur de Sinsemilia, etc. J'ai quitté tout ça, je suis allé me mettre dans un endroit où globalement mes voisins étaient agriculteurs ou Il te connaissait voilà. pas. Donc
J'ai fait de la chanson, mais pour eux, c'était même pas trop sérieux comme truc. Euh, on a écrit, Ricky et moi, rapidement un album solo, qui est le deuxième album solo de Ricky, pour que Ricky parte en tournée. Et moi, je manageais ça, mais depuis chez moi. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à prendre du temps pour moi et à réfléchir à ce qui avait merdé. Et ce qui avait merdé, c'est que personne n'est insubmersible. Moi, oui, je m'en suis trop demandé à un moment avec trop de pression. Ok, comment je vais faire pour la suite pour m'en demander toujours autant, mais en améliorant les conditions qui seraient les miennes pour faire tout ça. Donc, apprendre à dire non, apprendre à... Voilà. Entre autres, il y avait beaucoup de ça. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un cadeau caché auquel tu t'y attendais pas pendant ce moment un peu noir de ta vie? Je suis sorti beaucoup plus fort de ça. Aujourd'hui, on en parle un peu pendant le spectacle de la dépression. Il y a plein de gens qui viennent me remercier d'en parler parce que quand tu es dedans, tu vois pas vraiment le bout. Moi, j'en suis sorti beaucoup plus fort. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais si c'était à revivre, bon, idéalement, ce serait mieux que je comprenne avant, mais je peux pas regretter ce passage-là. Ouais, j'en suis sorti plus fort, plus conscient, plus efficace sur plein de trucs. Enfin, ouais, non, ça reste. Donc, il y a quand même un cadeau caché dans ce période noire. Ouais, c'est clairement. Et puis, pareil, prendre conscience de la chance qu'on a quand tout va bien, apprendre à l'apprécier, apprendre à respirer. Enfin, tout ça. Donc, bon, je renie pas du tout ce passage-là de ma vie. Ouais. Très bien. Je te propose un petit jeu. Ouais. Pedro Canali va chercher à lire dans tes pensées. Mm-hmm. Il faut que tu lui sortes une anecdote qui est vraie et une anecdote qui est fausse. C'est le jeu du bluff. Et ensuite, on va tester ta poker face, car tu joues également au poker. Alors, ça dépend si Pedro a de la mémoire ou pas. Ok. Anecdote numéro 1. En 1993, c'est-à-dire avant notre premier album, on est un tout petit groupe. Et pourtant, on tape le bœuf avec les Pink Floyd. On fait un duo avec les Pink Floyd. On n'a même pas sorti d'album, etc. Mais nous, on joue avec les Pink Floyd. Anecdote numéro 2. 2012. On est contacté par la société Marc Dorcel. Alors, je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas s'il faut que j'explicite ou pas. On est contacté par la société Marc Dorcel qui nous demande l'autorisation que nous ne donnerons pas. Ils souhaitaient utiliser Tout le bonheur du monde pour en faire le générique d'un film qu'ils avaient appelé Tous les bonheurs du monde. On a dit non. T'as les 2 anecdotes. Il y a du niveau là. La deuxième est plus crédible, mais je vais pas me baser sur la crédibilité, je vais me baser sur ta voix, ton regard, tes tels. C'est pas facile. Je dirais. T'es censé faire all-in pour payer le bluff ou le. Enfin, Bah voilà, ouais, faut pas se c'est tromper. ça, faut pas que je me trompe. J'ai ma vie de tournant en jeu là. Je dirais que c'est dur. T'as pas eu d'énormes tels, hein. T'as eu la voix aussi grave les 2 fois. T'as regardé en l'air les 2 fois pour te souvenir de la date. Donc à mon avis, les 2 sont. Il y a un fond de vrai dans les 2, je dirais. Mais celle qui me paraît un peu plus fausse que l'autre, c'est Marc Dorcel. Je pense que c'est la fausse. Alors, tu as bon. Il n'y a même absolument rien de vrai dans Marc Dorcel. Ah d'accord. Rien. Parce que pourtant, je t'ai vu réfléchir. Ouais, oui, un petit peu d'acting aussi. Ouais, et oh, il est bon. et un petit peu d'acting, tu crois que j'allais te l'offrir sur un plateau? Non, et on a bien fait un duo avec les Pink C'est Floyd. incroyable. Ouais, Comment? Incroyable. En fait, on était vraiment un tout petit groupe. Groupe grenoblois, tout petit groupe. On n'avait même pas fait d'album, etc. Et les Pink Floyd font un concert à Lyon, Stade Gerland. C'est la fin de leur tournée et leur manager compte organiser après une after, etc.
Et on ne sait pas pourquoi, mais il demande au Pink Floyd qu'est-ce que vous voudriez comme musique pour. Et les Floyd demandent un groupe de reggae. Incroyable. Va trouver un groupe de reggae en région Rhône-Alpes en 93. Donc le mec il cherche. Et à un moment il y a une fille d'une petite radio à Lyon qui dit alors je sais pas ce qu'ils valent, mais il y a un petit groupe de reggae à Grenoble, Sinsemilia. Donc le mec m'appelle, il me dit voilà, vous voulez bien animer la soirée des. Tu t'as pété un câble au Ce téléphone. bluff en bois, et non, je vois que c'est pas un bluff. Il s'excuse en me disant, par contre le budget est serré, il me propose un cachet comme jamais j'avais jusque-là. Et donc on se retrouve alors d'abord on se retrouve en tribune VIP pour assister au concert des Floyd. Ah, ok. Alors nous on a 22 ans, on est en boubou, les yeux tout rouges. Qu'est-ce qu'on fout là? Après la comment on dit, escorte policière pour nous emmener jusqu'à la péniche où se tient l'after. Donc nous pareil, escorte policière, mort de rire. Péniche et donc on joue, on nous explique bien, et amusez-vous, profitez de la fête, machin, amusez-vous et jouez. Et donc à l'époque, on est un petit groupe, on n'a que quelques compos, donc on fait nos petites compos en boubou africain, un peu en décalage, machin. Très vite, on n'a plus grand-chose à jouer, enfin, merde, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à jouer du Bob Marley, on fait du Bob Marley, ça au moins, on en a plein en réserve, donc on commence à jouer du Marley, et là on va arriver les musiciens de Floyd. Excuse-moi, je peux prendre ta guitare et jouer avec vous. Tu fais ce que tu veux avec ma guitare. Fais-toi plaisir. Je ne la laverai plus jamais. Fais ce que tu veux. C'est comme ça que Cricket s'est retrouvé à chanter. Je me souviens de moi le regarder chanter Running Away de Marley avec les choristes des Floyd qui faisaient les chœurs et waouh. Voilà, moment complètement Il n'y avait lunaire. pas de portable pour filmer en plus. Non, à pas de ce moment-là. portable pour filmer. On a une photo et puis surtout moi, emballé par l'histoire, je le rajoute sur mon petit pressbook que j'envoyais aux organisateurs pour essayer de convaincre le petit groupe qu'on était. Et la réponse, les gars, faut pas raconter des mensonges sur la pressbook, ça te dessert. Mais c'est pas un mensonge, putain. Et évidemment que c'était impossible à croire. Ah ouais, c'est fou. Donc on a fait ça. Waouh. Et non, Dorsel nous a rien demandé. Ok. Bah Dorsel, si tu nous regardes, si tu nous écoutes. Bah, maintenant que j'ai dit que j'aurais dit non, bon. Oui. Ouais, on sait que tu tiens tes valeurs sur le long terme. Du coup, tu as parlé tout à l'heure d'un concept de marche et de placer la marche au bon endroit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette recette qui fait qu'on passe de effectivement un groupe de 11 personnes de 22 ans qui ne pensent pas pouvoir avoir une carrière à 1 million d'albums vendus. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand tu le présentes parce qu'avant que tu développes, d'un côté tu dis on sait qu'on fera pas carrière parce que je suis réaliste, on n'est pas assez doué, et de là tu dis je mets en face des objectifs parce qu'ils sont un peu autoréalisateurs. Qu'on fasse pas carrière, c'est une chose, c'est-à-dire qu'on veut pas se mettre ça comme objectif. Mais du coup le seul objectif réaliste et cohérent pour nous, c'est on ira le plus loin qu'on peut. D'accord. Le plus loin qu'on peut, ça se trouve c'est 10 concerts, ça se trouve c'est faire un album un jour, le plus loin qu'on peut. Du coup on donnera le maximum pour aller le plus loin qu'on peut. L'exemple le plus marquant de marche comme ça, justement quand on fait le premier album, enfin dès le début, déjà on fait notre tout premier concert pour la fête de la musique, 1 an je pense avant qu'on soit prêt. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui auraient attendu 1 an de plus. Les gars, on n'a qu'à accélérer le mouvement 2 mois avant la fête de la musique, on n'a qu'à se bouger pendant 2 mois et on fait notre premier concert dans 2 mois. Ok feu. Mine de rien ça donne une impulsion et on gagne 1 an. On fait un album à un moment où normalement n'importe quel autre groupe, je pense, aurait fait une maquette pour aller démarcher. Tant qu'à, les gars, on n'a qu'à bosser plus. Tant qu'à passer en studio, venez, on fait pas une maquette, venez, on fait un album. Wow. Alors, à la fois, c'est une marche qui est à chaque fois un peu plus haute que la marche logique, mais aussi c'est une marche qui est vachement plus excitante pour nous à chaque fois. Donc, tu te donnes d'autres moyens parce que la marche, elle n'est pas logique, elle est plus belle que la marche logique. Et là où ça a vraiment tout changé, où derrière vraiment ça a été formalisé dans ma tête de pense toujours cette marche-là, quand on fait ce premier album, on réfléchit à comment on va fêter la sortie de l'album. La logique, elle veut qu'on fasse ça dans une salle de Grenoble qui s'appelle l'Entrepôt, 500 places, ça va tout droit, c'est là où les groupes locaux doivent jouer, et on va aller jouer à l'Entrepôt pour... Bon, c'est logique, mais... Et moi, un soir un peu enfumé, j'avoue, j'étudie le bordereau de frais du summum. Le summum, c'est l'équivalent du Zénith, c'est le nom du Zénith de Grenoble. C'est la même chose qu'à Zénith, mais ils ont appelé ça le summum. Et je me rends compte que si on met 1000 personnes dans le summum, on équilibre un budget. Alors 1000 personnes, pour nous, c'est vraiment beaucoup à l'époque. Mais je dis, putain, on n'est pas si loin de pouvoir le faire. Si vraiment on s'arrache, si vraiment
Et du coup, je vais rencontrer le patron du Summum, qui lui n'a jamais eu le moindre groupe local ici. Lui, ses concerts à l'époque, c'est Johnny Hallyday, Mylène Farmer, enfin, c'est ces gens-là qui jouent au Summum, de Cure, etc. Et moi, il me voit débarquer, 23 ans, avec mon boubou multicolore. Bonjour, on veut louer votre salle. Le mec me regarde, vous êtes taré. Il me dit que je me suis trompé dans les comptes, que c'est pas 1000 personnes, mais plutôt 1005 qu'il faut. Et là, ça commence à faire beaucoup pour nous. Mais n'empêche qu'on se lance. Je dis aux gars, venez, on fait pas l'entrepôt, venez, on fait le Summum. Donc, on passe pour des cons auprès de tout Grenoble dans le milieu de la musique, mais pour qu'ils se prennent, ils sont tarés les mecs. Mais nous, pareil, c'est la marche qui est un peu, pas trop haute, mais un peu plus haute. Et du coup, on va se donner les moyens, encore une fois, parce que nos moteurs sont forts, la passion et l'envie d'aller le plus haut possible. On va afficher comme des tarés. Mais quand je dis qu'on va afficher comme des tarés, c'est-à-dire qu'on va afficher dans Grenoble toutes les nuits. Mais on va aller jusqu'à Annecy, tous les patelins, 100 km de Grenoble, 100 km jusqu'à Lyon, 100 km jusqu'à Valence. On va afficher toutes les nuits, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va créer l'événement, en fait. Du coup, ça commence à exciter les gens, mais il faut quoi le petit groupe de reggae, là, il faut un summum, c'est quoi le délire? Enfin, tout ça fait boule de neige entre nous qui bossons comme des tarés, même musicalement, pour se mettre au niveau. Bref, je te la raccourcis, mais la semaine avant nous, Lenny Kravitz fait 1500 personnes au summum, donc c'est Lenny Kravitz, quoi. Donc là, je me dis, merde, on a visé trop haut, surtout qu'une semaine avant, je crois qu'on est à 300 locs ou un truc comme ça. Et finalement, on fera 4000 personnes, concert complet au summum, et que c'est un moment qui est hallucinant à vivre. Enfin, c'était le 23 mars 96, et je considère que professionnellement, c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que là, et puis ça change tout. On a visé cette marche-là, du coup, on a donné les conditions de l'atteindre. Du coup, ça a créé un engouement, y compris des gens qui ont envie de soutenir le fait que, putain, ils se lancent un putain de défi. Viens, venez, on le soutient, ça a l'air beau ce qu'ils font. Et derrière, on a toutes les maisons de disques de France qui appellent en disant, mais c'est quoi cette histoire, vous êtes qui? Enfin, donc, et c'est un truc qu'on a gardé tout le long. Tant que les moteurs étaient vraiment vivants, on a toujours cherché allons chercher la petite marche au-dessus. Ou alors, profitons de la marche où on est. Ça existe aussi, il ne faut pas toujours tirer sur la corde. Faut pas finir en dépression. Ouais, voilà, il y a des moments où profitons déjà de... On a une tournée de 90 dates dans les Zéniths, les gars, profitons. Mais assez rapidement, ok, c'est quoi le... Donc si je reformule ta stratégie pour le succès, c'est prendre son ambition, prendre l'étape du dessus, un tout petit peu plus haut que son... Je commence par... pardon, moi je fais l'étape d'avant. C'est-à-dire, pour moi, il faut savoir c'est quoi nos moteurs. On a des moteurs tous différents, et selon ton moteur, si c'est ça ton moteur, il va pas t'aider à faire les efforts pour aller jusque-là. Et ça me paraît important de savoir ce que tes moteurs vont te permettre de faire. C'est pas un jugement de valeur. Si ton moteur, il est... et c'est tout à fait respectable moi, je veux bien bosser, mais si possible, rentrer chez moi à 18h et plus y penser, c'est complètement respectable. Mais ce moteur-là, il va pas te permettre de franchir des trucs exceptionnels. Mais pour autant, c'est complètement respectable. Donc déjà, c'est quoi les moteurs? Voir la puissance des moteurs, les tiens, et ceux de tes collaborateurs. Moi, j'avais la passion, et ça, on l'avait tous. J'avais une ambition qui, je pense, est liée à mon ego. Et eux, ils avaient une ambition qui était très forte, qui était liée à le fait que ça allait les sortir de vie qui était toute droit tracée. Il y en a plusieurs qui étaient apprentis bouchers, apprentis imprimeurs, apprentis chaudronniers, qui sont des métiers ultra respectables, mais qui ne les faisaient pas rêver. Ils n'avaient pas envie de ça, mais c'était la voie qui était tracée pour eux. D'un seul coup, la musique peut au moins leur permettre de vivre d'autres choses. Feu, c'est des moteurs. Donc, bien analyser ces moteurs, en prendre soin, faire le point régulièrement on en est où de nos moteurs. La passion, en ce qui nous concerne, elle est toujours là. L'ambition, il y a peut-être moins besoin. Donc, les moteurs, et après, nous, on a utilisé ces moteurs pour justement toujours chercher à atteindre la marche un peu plus haute. Celle qui va titiller ces moteurs, justement, qui va nous sortir de la routine. Je prenais l'exemple on aurait fait un très bon concert à l'entrepôt dans cette salle de 500. Ça n'avait rien de particulièrement motivant. On l'aurait fait par passion, comme il faut. Merde, le truc est un peu trop haut, là. Ouais, c'est excitant. Tu crois vraiment qu'on peut le faire? On verra. Donnons tout, puis on verra bien si ça marche ou pas. Ça aurait pu...
on aurait fait 1500 personnes, c'était déjà une super réussite. On l'avait fait, on avait tout donné, tout va bien. Bon, là, en plus, on a eu le cadeau, on a fait 4000, mais... Donc voilà, avoir conscience de ses moteurs et puis viser toujours un peu plus haut quand c'est pour des bonnes raisons, pour des bons moteurs. Ouais. Et en dernière étape, se sortir les doigts. Sans travail, ça n'aurait pas marché. Ah bah ouais. Ouais, mais là encore, important. je reviens sur la notion de moteur. Moi, je sais, parce qu'après, j'ai monté un label, j'ai fait plein de trucs. Je sais que j'ai toujours cherché à impliquer les gens avec qui je bossais pour qu'il y ait un moteur de plaisir, d'intéressement, etc. Tu peux pas demander à quelqu'un de juste il faut bosser beaucoup, il faut bosser beaucoup, Oui, mais ça répond à quel moteur, à part le il faut bosser beaucoup. Donc soit il peut y avoir un moteur financier qui est louable aussi, mais dans ce cas-là, il faut que le mec il soit intéressé à la réussite. Ou un moteur de plaisir. Enfin voilà, oui, il faut bosser beaucoup. Nous, en l'occurrence, c'était par passion, donc on ne le vivait pas comme du boulot. C'était on développait notre passion. C'est important cette notion que tu donnes et en plus je veux pas que les auditeurs comprennent mal à mon avis ce que tu dis, c'est-à-dire que jouer de la musique devant des gens, briller, être adulé, c'est un moteur en soi, mais du coup ce que tu dis c'est qu'aller coller des affiches toute la nuit, c'est une corvée, mais comme vous savez pourquoi vous la faites, Ouais. ça reste de ce que tu as appelé, tu as dit que c'était pas du travail mais de l'implication. Ouais, Voilà, donc c'est pas juste on fait que les trucs qu'on aime, c'est on sait non. pourquoi on se tape les corvées. Ouais. On sait Je veux dire que pourquoi on y va. franchement, afficher toute la nuit, c'est super chiant. Tu te prends la colle sur la gueule, l'affiche elle tient pas, il fait froid, machin, c'est relou. Mais tu sais pourquoi tu le fais. Ok, là, et puis on le fait ensemble, on a le même moteur, la même passion. Ok, toutes les affiches qu'on sait, on le fait pour développer notre passion, notre projet. Ce projet est notre passion. Du coup, même les trucs chiants, on est content de les faire. Aujourd'hui, c'est moi qui trouve les concerts pour Mike et Riquet, c'est moi qui appelle pour les spectacles. Il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu prends pas quelqu'un qui le fait? Mais parce que moi, je vais le faire avec passion. Et que je suis content de le faire. C'est au service d'un projet que j'aime. C'est du temps de travail, mais au service de plein de moments super que je vais vivre. Donc là, je parle de passion. Pour d'autres entreprises, ça peut peut-être être au service de primes financières qui vont être super pour tout le monde. Enfin, il y a plein de moteurs qui... Mais ouais, il faut qu'il y ait des moteurs forts pour avoir envie de faire tout ça. Ouais. C'est l'heure. Ah, c'est le... C'est l'heure du moment où on a besoin, pour la suite de l'interview, de te refaire tomber en enfance. Pour ça, Nico, il va réveiller l'enfant qui est en toi et il va te proposer un petit tour. Un petit tour. Un petit tour de magie. Une pause magique. Une Pause magique. Ah, c'est mieux. Fais-moi rêver. Très bien. Bon, t'as joué au poker. Mhm. On a même joué au poker ensemble, il me semble. Ouais, je pense que tu m'as marché dessus, mais T'as beaucoup d'argent sur toi? là j'ai rien. Je savais qu'en venant te voir, je suis venu les mains vides. Je me suis pas fou le mec. Pas fou le mec. Au poker, on me demande souvent si c'est possible de tricher. Et bon, tu sais comme moi que quand t'es avec des croupiers, tu touches pas grand chose en réalité. J'ai joué online. Donc oui, on si trichait t'as... pas dans le poker. Enfin, nous on trichait pas en tout cas. Voilà, moi je vais pas dire que j'ai triché, mais est-ce que c'est impossible? Je pense pas que ce soit impossible. Et du coup, on va essayer de regarder un petit peu comment ça fonctionne la triche ensemble. Donc si on contrôle les cartes, effectivement, on peut sortir un as. Alors ils sont très beaux, ceux-là. C'est des as de quel jeu tu m'as dit? Dota. Dota, on a un jeu Dota spécial aujourd'hui. Donc effectivement, quand on contrôle les cartes, on peut assez facilement tricher. Et effectivement, ça peut aider. Je vais montrer comment on fait pour tricher. Je vais donner une petite astuce. Déjà là, tu m'as énervé. Je tiens à dire que déjà là, tu m'as énervé. Mais Voilà. ça peut énerver. On va imaginer que je veuille tricher et que je veuille garder un as de pique. Et que ça, c'est le mien. Et que dans un jeu, je veux me le garder. Donc ça, c'est ma carte. Et on va jouer, alors c'est pas forcément le poker, on va pas jouer. Toi, tu vas choisir une carte aussi. Si tu veux, tu peux regarder laquelle tu veux. Peu importe. Ouais, je la sors ou pas? Voilà, tu peux la sortir. Tu peux la montrer à la caméra. Où est la caméra? Est-ce qu'elle me voit la caméra? Ouais, peut-être en hauteur, ça sera peut-être encore le... oui, non, parce qu'en hauteur, il ne voit pas le Et zénith. toi, tu la vois la carte? Voilà, là, on la du coup, voit escroc. Escroc, tu la vois toi du coup? Pour la regarder. Allez, recommence. Allez, si tu veux. Donne-moi une autre, t'as regardé ma carte. Allez, on fait la coupe. Ça, c'est Ok. ma carte. Et toi, tu vas prendre celle que tu veux. Cache-toi, Nico. Voilà, tu veux la montrer à la caméra. Ok, la caméra l'a vue, ouais, je vérifie. Ok, c'est bon. C'est bon? On est bien. Ok. Et tu me dis stop quand tu veux la remettre. Ok, je la remets là. Ici. Hop. Voilà. Tu l'as pas oublié, c'est bon, Non. je vais pas encore tricher. Donc, tu te souviens ce qu'il y avait sur le dessus du jeu? Ma carte, c'était le L'as de pique. Si je veux tricher, ce que je fais, c'est que je vais me la mettre dans la manche. Là, j'ai pas mis de manche, donc je vais la mettre sous la montre.
Ok. Mhm. Donc là, à n'importe quel moment, si je suis dans une partie et qu'il y a une carte qui me plaît pas et que je voulais tricher et que j'étais le croupier, imaginons que j'ai le 10 de carreau que je veux pas, je vais aller chercher la carte dans ma manche et pour ça, je vais faire juste comme ça. Et l'as de pique remonte. Tu serais surpris si c'était le 10 de carreau ici? Hein? Tu serais surpris si c'était le 10 de carreau? Bah un peu quand même, ouais. On va faire mieux, regarde, je fais comme ça. C'était quoi ta carte? 10 de trèfle. Ça m'énerve ce genre de truc. Bravo. Je sais que t'aimes bien le mentalisme. Est-ce que tu veux essayer de faire aussi du mentalisme ici? Vas-y, Je te propose quelque chose, je vais la mettre dedans. Je vais la perdre. Le 10 de trèfle, ta carte. Mhm. Est-ce que tu sais où elle est là? Aucune idée. Aucune idée. Dans le Très paquet. bien. Normalement dans le paquet. Alors ça va marcher. Si tu sais pas où elle est, ça va marcher. Tiens, tu vas prendre le jeu Ouais. et tu vas distribuer les cartes face en bas. Une Face par à une. toi. Face en bas, voilà, dans ma main. Ah, face en bas. Face en bas. Ok. Tu t'arrêtes quand tu veux. Ouais. Voilà. Ici. Tu as voulu mettre... Tiens, je vais récupérer le jeu. Tu as voulu mettre combien de cartes? 1, 2, 3... Attends, je vais la mettre là pour qu'on puisse pas tricher. Là, il y a 4, 5 5. cartes en bas, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi 7? Est-ce que tu veux... non, 5, 6. 1, Un. 2... 2, 3, 4, 5. Ok. Pourquoi tu voulais 5 cartes? Tu veux continuer? Tu veux t'arrêter là? Je m'arrête là. Ok. Une carte avant, c'était le 9 de trèfle. C'était pas loin. Ouais. Ok. Et toi, tu avais t'arrêter sur celle-là et c'est le 10 de trèfle. Putain, bravo Nico. Ça agresse mon cerveau. C'est pas facile parce que tu connais bien Fabien Olicard aussi. Oui, oui, mais là, non, là on est dans autre chose. Lui, lui manie aussi très très bien les cartes, mais saloperie. Alors, j'ai hâte de voir ton mentalisme. Moi, je veux plus jouer contre toi au poker. Déjà, je sais, ou en tout cas avec un croupier assez remonté, Voilà, faut machin, pas que ce soit machin. lui qui distribue. Non, non, voilà, tu touches plus les cartes si on joue ensemble. On joue online, On joue sur online. iPad et tout. Machin. De toute façon, on joue avec des pattes. Ça, bravo. On joue avec des pattes et des coquillettes. Oui, tout à fait. Alors maintenant que tu es redevenu un an avec tes yeux d'enfant, tu vas pouvoir répondre à la question. Le petit Mike, quand il avait 10 ans, est-ce qu'il voulait changer le monde et est-ce que quand il a commencé à chanter, il s'est dit que ce serait un bon moyen? Ou est-ce que c'était autre chose? Non, le petit Mike, il était déjà à 10 ans, il était déjà très très sensible. Du coup, très sensible à. Ouais, très, très sensible aux autres, à la vie, donc l'injustice, tout ça, ça lui parlait déjà, mais il a que 10 ans. Donc à ce moment-là, il ne veut pas changer le monde, je crois qu'il veut être footballeur professionnel à 10 ans. D'accord. Après, à 14 ans, on découvre le reggae. Et là, par contre, dans le reggae, chez Marley, là, c'est une musique sérieuse, le reggae. C'est une musique qui a des choses à dire, c'est une musique révolutionnaire. Et ça, j'adhère complètement tout de suite. Déjà à 14 ans, les aspects injustice sociétale, ça te parle? Ouais, clairement. Ouais, clairement. Tes potes, t'es en décalage avec tes potes parce qu'à 14 ans, on pense aux filles, on pense à... L'un n'empêchait les pas parents l'autre. sont chiants. L'un n'empêchait pas l'autre. Ouais. Non, l'un n'empêchait pas l'autre, mais oui, ouais, ça me parle. 14 ans, je crois que assez rapidement, mes idoles, c'est Mandela et... Enfin, il reste des footeux dans mes idoles, mais de plus en plus, il y a Marley, il y a Mandela, etc. Et Marley, ouais, c'est un joue au truc... foot. Ouais, il jouait bien en plus. On tombe dedans, là, toute la bande, Ricky, moi, etc. On tombe dans le reggae. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je suis le seul qui parle anglais. Donc, c'est moi qui traduis les textes, c'est moi qui... Et moi, je suis très, très sensible. Moi, mon morceau de Marley, pourtant, il y en a 1000, mais Get Up, Stand Up, pour le message, c'est... Voilà, donc c'est à partir de là... Pardon? C'est ça qui t'a donné envie d'écrire? Ouais, C'est ça a les textes accéléré le de truc. Marley? Oui, ça a accéléré. Je crois que j'aimais bien, de toute façon, écrire, mais j'ai pas souvenir d'avoir écrit avant le reggae, quoi. Avant Ouais, le... d'accord. Donc, oui, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Le reggae m'a donné envie d'écrire, le hip-hop m'a donné envie de m'améliorer dans l'écriture. Et alors, dans ta carrière, tu navigues, du coup, est-ce que est-ce que c'était un dessin, tu vois, tu navigues entre l'envie de monter dans ce qui pourrait être un genre de star system, enfin, dans l'industrie de la musique et tout ce qu'elle a de show business, Ouais. et de l'autre côté, tu veux défendre des causes plus rebelles. Mhm. Comment tu navigues les deux? Est-ce que c'est antinomique? Est-ce que... Non, mais en fait, c'est qu'à la base, il y a un postulat, il marche pas. En fait, on s'en fout du show business. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, on s'en fout profondément.
Ce qu'on veut, c'est remplir des salles et faire des concerts où on est à l'énergie, on peut dire nos trucs. Donc, gagner en public, oui. Le show business, non. Par exemple, quand on est numéro 1 avec tout le bonheur du monde, on est invité partout. On n'est jamais allé jouer sur TF1. Pourtant, TF1, c'est le média le plus fort à l'époque. Tu joues sur TF1, la maison de disques, elle s'arrache les cheveux en disant « Mais vous vous rendez pas compte le nombre de disques qu'on va vendre ?» Oui, mais là, on est trop loin de nos valeurs. J'irai pas sur TF1. On n'ira pas sur TF1. Et on n'est jamais allé chez TF1. Il y a encore des gens qui me disent « Ah, on vous a vu à la Star Academy. » Non, tu ne nous as pas vu à la Star Academy. On n'a jamais mis les pieds sur TF1. Pareil, on a fait 5-6 télés. Et il y a des trucs qu'on nous a proposés. Mais non, ça ne correspond pas, on n'ira pas. Donc vraiment, on visait pas le showbiz. On visait la plus grande audience possible pour notre musique, pour ce qu'on avait à dire, etc. Mais TF1, ça aurait servi ce but de la plus grande audience possible. ouais, mais à un moment, on a du mal avec le. À un moment, tu vois, qu'est-ce que tu cautionnes La question, elle s'est même posée au moment de la télé. Nos premières télés, il y a eu gros débat entre nous. On y va, on n'y va pas. Et moi, je faisais partie de ceux qui argumentaient de si, il faut y aller, sans se travestir, pour faire passer notre message. Ton message Ça se défendait jusqu'à la télé. TF1, déjà, t'es ultra... C'est-à-dire que tu venais pour chanter tout le bonheur du monde, et tu dis pas un mot, et tu vois. Et là, ça commençait à cautionner des trucs que je validais pas, tu vois, vraiment, qui étaient vraiment trop loin. Ton message, c'est quoi pour qu'on comprenne le clash? Ça dépend des périodes. Enfin, non, il y a un truc. Alors, j'aime pas le terme message. C'est moi qui l'ai employé, mais j'aime pas parce que ça fait un peu prophète. Il n'y a pas de prophète chez Sid Sevilla. Non, après, nous, on a très tôt chanté contre l'extrême droite. Et je me souviens qu'à l'époque, les médias nous avaient dit vous êtes alarmistes, ça va. Ça va. Il y a un média, il y a pas longtemps, qui a dit mais en fait, putain. Vous aviez pas tort. Ben ouais, on n'avait pas tort, mais j'aurais préféré avoir tort. Mais donc, il y a eu très tôt des trucs contre l'extrême droite assez forts. Oui, quand on joue au Journal de 13h, on joue Bienvenue en Chiraki alors que c'est Chirac président. C'est pas une attaque... je peux pas dire ça. Moi, je respecte les différents partis politiques tant qu'ils sont démocrates et respectables. Chirac, c'était plus une blague Enfin, une blague. Sur le fait que le mec avait 600 000 casseroles d'affaires judiciaires au cul et qui nous donnait des leçons sur comment la France... Il n'y a pas un truc qui vous choque à un moment... Bon voilà, c'était plus un pamphlet, comme on dit sur ça. Toujours d'actualité. Si on revient sur cette anecdote, donc on l'a vaguement mentionné, enfin on l'a mentionné en bio, mais on n'a pas expliqué en détail. Donc tu viens pour chanter tout le bonheur du monde, une chanson consensuelle, au 13h, d'espoir et de solidarité, d'unité. Et pour finalement l'interrompre et chanter Bienvenue en Chiraki, qui est une critique acerbe de la démocratie actuelle. Et je ne sais pas si je l'ai bien Si, c'est dit. ça. La vidéo se trouve sur YouTube, Sinsemilia, Journal de 13h. On est les premiers artistes, enfin les premiers tout court, à avoir été censurés du replay du journal. Ils n'ont pas pu nous censurer pendant, parce que en direct, ça allait vite, c'était court. Mais par contre, dès l'après-midi, on n'est pas sur le replay. Le générique arrive avant nous, en fait. Il y a un petit malaise sur le plateau. On sent un petit malaise sur le plateau. Ouais, nous, on se marre bien. En fait, on était invités, oui, pour chanter tout le bonheur du monde. On était en pleine tournée. Tout le bonheur du monde était déjà... Tout le monde connaissait Archie Parker. Je ne voyais pas l'intérêt. Donc, ma première réaction, ça a été de dire non, on ne vient pas. Et puis après, de me dire, oh merde, c'est du direct. C'est tellement rare. Tellement rare. C'est du direct et en plus, c'est le journal de 13h. Je veux dire, c'est une émission... de service public, qui concerne, c'est de l'actualité, quoi. C'est le journal de 13h. J'aurais peut-être moins aimé aller faire ça en direct dans une vraie émission de divertissement, où là j'aurais plus eu l'impression de trahir. Là, c'est le journal de 13h. J'ai appelé Riquet, je lui ai dit bon, vas-y, ça te dit, on monte demain. Je lui ai dit attends. C'est du direct, on y va, on fait 10 secondes de tout le bonheur du monde et on fait Bienvenue en Chiraki. Feu. Et dans le TGV à réviser Bienvenue en Chiraki qu'on n'avait jamais joué en acoustique. Et ouais, c'était un moment incroyable. Je me suis jamais autant fait insulter de ma vie que ce jour-là. Je me suis fait défoncer. En plus, j'ai appris après que le journaliste du 13h était aussi le biographe de Chirac. Donc, l'Élysée a appelé... Ouais, lui a détesté. Il paraît que l'Élysée a appelé direct. C'est quoi ce bordel, machin. Donc, lui me hurlait dessus. Ah, là, l'Élysée a appelé. Bah, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Parce qu'en même temps...
c'est tout à fait dans la tradition d'un Brassens ou d'autres, tu vois. Qui dénonce Je veux dire, bien sûr. c'est pas les deux petits intermittents du spectacle qui ont chanté Bienvenue en Chiraki qui ont fait vaciller la République, tu vois. Je veux dire, juste on a exprimé une opinion dans un cadre qui nous paraissait cohérent, le journal de 13 heures. Ouais, écoute, si l'Élysée a du temps à perdre pour rappeler, pour un truc comme ça va. Les marchés financiers sont pas en train de s'écrouler parce qu'il y a deux saltimbanques. Mais bon, c'était. Et puis moi, j'étais content, ça correspondait à. Ouais, ça correspondait à nos valeurs, quoi. Ouais, aller à la télé pour porter ton Ouais, message sans ouais, dénaturer. comme un citoyen, quoi. Encore une fois, comme un citoyen qui a envie d'exprimer un truc, et un truc qui n'est ni insultant, ni une incitation à la haine, qui était une analyse politique d'un truc, quoi. Et là, est-ce que du coup, cet embranchement rebelle, Mhm. alors on est vraiment dans l'archétype de je vais Mhm. pas faire ce qu'on attend de moi, est-ce qu'il a, tu penses, porté préjudice au succès du groupe? Au contraire, il a fermenté votre identité auprès de ton public? J'en sais rien, un peu des deux. Un peu des deux. Un peu des deux, parce qu'il y a des gens, on nous parle souvent de ce passage-là, il y a des gens Oui, qui ça- m'ont dit, putain, C'est ça admirable. nous a fait du bien, surtout que c'était une pod où les gens qui nous suivaient étaient un peu perturbés par, putain, il y a Sinsemilia sur toutes les radios, merde, ça se trouve, les mecs sont en train de changer. Ah bah non. Ils ont pas changé, ok. Donc ça. Après, oui, ça ferme aussi des portes. Globalement, il y a plein de fans de Chirac qui, du coup, n'ont pas adhéré vraiment au passage. Mais le plus important, c'est surtout que moi, ça correspondait à qui nous, on était. Donc, tu vois, tout à l'heure, au début, on parlait de la longévité du groupe. Bah, la longévité, elle vient aussi du fait qu'on ne s'est pas trahi. Encore une fois, il y a des trucs qu'aurait. Peut-être que si je fais pas ça et que je vais jouer tout le bonheur du monde 10 fois sur TF1, oui, on gagne en public, oui, on vend plus d'albums. Mais est-ce que je suis encore là aujourd'hui? Est-ce que je me retrouve encore? Est-ce que quand je me regarde dans la glace, je valide ce qu'on vient de faire? Je suis pas sûr. Hmm. Du coup, l'histoire aurait duré moins longtemps. Euh, Si je le traduis dans ce qu'on traite souvent en mentoring de dirigeants, en coaching, en fait, c'est intéressant parce que tu as un moteur, je dirais, court terme et un moteur très long terme. Et Mhm. entre les deux, moins. C'est-à-dire que tu n'écris pas des stratégies à 3 ans, je veux être là, j'ai un objectif, mhm. je me projette, dans 3 ans, je serai là. Tu dis chacun, la petite marche, c'est en fait Ouais. là, tout de suite devant nous, c'est quoi l'urgence? C'est quoi la prochaine? Et tu mets entre guillemets de la pression, en tout cas, tu mets des Mhm. ambitions, Mhm. mais sur la prochaine marche. Et par ailleurs, tu as ce cadre, cette raison d'être, cette valeur qui définit toutes les décisions. Bah, c'est-à-dire Et que entre celle-là, les deux, le reste, tu vois. celle-là, c'est ce que tu es. Je me suis pas dit, c'est parce que je suis ces valeurs-là que le groupe durera 30 ans. Franchement, quand on a fêté nos 10 ans, j'ai dit aux gars, profitons-en, parce qu'on ne fêtera sûrement pas nos 20 ans. Quand on a fêté nos 20 ans, j'ai dit, profitons-en, parce qu'on ne fêtera sûrement pas les 30. Et j'ai dit pareil à 30. Donc, c'est pas dans le sens, regarder à long terme, de ces valeurs qui vont nous permettre de durer. C'est juste que j'avais pas le choix. Enfin, c'est ces valeurs qu'on veut être. C'est ce que je veux être. Il y a une chanson d'un album qui est arrivée assez tardivement, post-dépression nerveuse, où je dis ma seule ambition pour demain, c'est être aux yeux des miens quelqu'un de bien. Et en fait, parce que ouais, pour réussir dans l'entrepreneuriat quel qu'il soit, faut que tu sois bien, toi avec toi-même. Donc à un moment, je me suis rendu compte, en fait, le seul truc dont j'ai besoin, c'est que mes proches valident ce que je fais et suis. Enfin, ce que je suis et fais. Ouais, c'est très inspirant. Et du Donc coup, la c'est. validation, pardon, excuse-moi, juste pour revenir sur ça, la validation des autres, c'est aussi un moteur pour toi alors. La validation aux yeux des miens, Ouais. la validation des proches. Parce que, en plus, avec l'arrivée des réseaux sociaux, t'entends plein de ragots, de machins sur toi, ou de jugements sur il a fait ça, il aurait pas dû, etc. Si tu te laisses entraîner là-dedans, ok, moi j'ai 4-5 personnes. Mes parents, Riquet, ma femme, mes enfants. Si au regard de cela, vous validez, tout va bien. Parce que je sais que eux valident les vraies choses par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je veux être. On partage les mêmes valeurs. La validation de cela, voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Donc tu as immunisé aux haters, en gros, ce que tu es en train de dire, grâce à eux. Ouais, pour me conforter, ouais, voilà. Oui, et ça aide vachement par rapport aux haters. Alors déjà, j'ai vraiment pris du recul avec l'expérience, avec tout ça. Mais en fait, voilà, le seul truc qui est important pour moi, ces gens-là valident. Par contre, si eux valident pas, je vacille. Et d'ailleurs, quand j'ai des trucs, je demande et selon les retours, ok, ouf, je fais pas. Mais ouais, en fait,
le jugement du mec lambda qui me connaît pas et qui a l'impression qu'il avait compris que... J'aime beaucoup ce modèle parce que souvent on nous dit soit je veux plaire aux autres et c'est la validation de la société, c'est les résultats qui comptent, mais du coup effectivement il n'y a pas forcément autant cet alignement avec soi-même. Et des fois on a c'est moi qui décide tout seul et en fait des fois quand on est dans le dur on peut avoir des biais et on peut se perdre. Ouais. Donc toi tu as une espèce de Moi j'ai de un check. socle, j'ai un socle, un socle qui te un socle là, tu vois. protège. Moi c'est pas le hasard. Ma femme c'est pas du tout une groupie de Sinsemilia. Elle est pas du tout de ce milieu-là. Bon bah je sais que elle, que je sois disque d'or ou pas, ça changera rien. Son regard sur moi, c'est l'homme qu'elle regarde, les valeurs, etc. Mes amis proches, c'est pareil. Riquet, on a un parcours, on va pas s'auto-impressionner avec les disques qu'on a vendus, etc. Donc, le regard de gens qui regardent les bonnes et vraies choses qui correspondent à mon équilibre, voilà. Ce regard-là, c'est celui-là dont j'ai besoin. Ouais. Alors ces regards-là, c'est ce qui t'a amené à faire du café-théâtre? Qu'est-ce qui t'amène à ça? C'est quoi qu'on peut attendre dans les prochains mois pour ceux qui vont être... T'as 2 dates à la Cigale, si j'ai bien compris. Au Grand Point Virgule. Au Grand Point Virgule, pardon. Et puis on est en tournée dans toute la France avec un spectacle, donc Mike et Riquet, où on raconte nos aventures de tournée. Là, c'est le moteur dont je parlais tout à l'heure, la passion, l'envie de faire des nouvelles choses. Être dans un Duster avec Riquet, voilà, c'est mon meilleur ami depuis qu'on a 9 ans, depuis l'école primaire. Enfin, et là, donc c'est encore une nouvelle aventure qu'on vit tous les deux et c'est un bonheur. Faire rire les gens, parce que c'est pas un concert, c'est un spectacle musical, mais où on rit beaucoup. Je confirme. Je découvre que faire rire les gens, c'est un bonheur absolu. Et on parlait tout à l'heure d'engagement, enfin, j'aime pas le terme, mais de texte sociétal, etc. Vu la période, si on arrive à faire un spectacle qui est chaleureux pour tous, plutôt unissant, ça peut se dire ça comme mot, enfin qui est plutôt... Fédérateur. Fédérateur, rassembleur. Si on arrive à faire ça, en faisant rire les gens, ensemble, moi je trouve ça super engagé. Plus aujourd'hui qu'à mon âge, être sur scène à gueuler. C'est une autre façon de faire, vu la période. Ok, le monde, j'ai pas besoin de vous dire que le monde il est dur et compliqué en ce moment, tout le monde le voit, etc. Donc venez, le moment qu'on passe là, on va se prendre un moment chaleureux, on va rire ensemble, essayer d'emmener ce moment chaleureux le plus longtemps possible après dans vos vies. Voilà, on y prend du plaisir et en plus je me dis, c'est pas complètement inutile ce qu'on fait, on vient pas avec les grosses blagues reloues, on vient sur un truc chaleureux, enfin. Donc ouais, c'est un vrai bonheur. Donc on est en tournée dans toute la France, partout, à 3 dans un Duster. Il y a un truc qui m'étonne toujours, c'est que des gens qui ont vendu autant d'albums que toi, Riquet, et qu'on voit dans la rue, sans caméra, juste des fans qui ont filmé, qui ont posté sur les réseaux, donc vous n'aviez pas prévu que ça fasse le buzz, et qui prennent le temps juste devant un café pour faire kiffer des gens qui sont arrêtés avec une guitare, sans que ce soit du média, sans que ce soit prévu, sans que vous ayez une équipe professionnelle qui vous filme. Je crois que vous êtes les seuls, enfin je ne connais pas beaucoup d'autres des artistes qui ont vendu autant d'albums qui font ça, juste pour faire kiffer les inconnus. On a fait un truc encore pire, mais enfin encore pire. C'est comme ça qu'est né ce spectacle. Pendant 2 ans et demi avec Riquet, on est allé jouer chez les gens. On a proposé aux gens, contactez-nous, on vient faire des concerts, une guitare, 2 voix, chez vous, dans votre salon, dans votre jardin, etc. On a fait ça pendant 2 ans. Les gens avaient du mal à croire que c'était vrai en fait, mais c'est un fake, vous n'allez pas venir. Si, on va venir. Gratos. Pas gratos. Ah. Pas gratos. Mais franchement, à des prix accessibles à tout le monde. C'est-à-dire, tu réunis 30 potes, c'est bon. Tu réunis 30 potes, t'es large. Et d'ailleurs, il y a des endroits où on n'est pas allé de l'autre côté de la France en disant, non, ça va coûter trop cher. Et il est hors de question qu'on aille jouer chez des gens pour cher. Ouais. Donc, et on l'a fait pendant 2 ans. Mais nous, on adore ça. On n'a pas besoin d'un plan média. Tout ce qui est au niveau de l'ego, c'est bon, ça a été apaisé. J'ai rempli les Zéniths, j'ai fait X fois l'Olympia. Mon ego, il est tranquille. Maintenant, c'est faire kiffer. Ouais, venez, on se fait plaisir et on fait plaisir. Il y a quelques temps, il y a quelques jours, il y a une femme qui me dit, qui me parle de son mari. Je lui dis, viens, on fait une vidéo pour ton mari en 2 secondes. Elle me dit, ah là là là. Je dis, mais regarde, ça m'a pris 17 secondes. Avec Riquet, je lui ai dit, tiens, joue ça et hop, 17 secondes. Ton mec, il va être ultra content. Faisons ça. Tout ce qu'on peut faire, ça prend 17 secondes.
Et bah faisons tous ces trucs-là. Donc oui, jouer dans la rue, faire les cons avec plaisir. Nous, on est des privilégiés de la vie. Donc, Faut en faire profiter. ouais, faut en faire profiter, ouais. Clairement. Excellent. C'est beau. Je sais pas, mais, Ouais, un moteur qui passe de essayer de faire bouger les choses à transmettre du bonheur, du ouais, bulle bah, de bonheur. ça fait quelques années que c'est ça le vrai moteur. Ça fait quelques années que c'est ça le vrai moteur. Enfin, en prendre et en transmettre. Attention, parce qu'on prend beaucoup de plaisir. Ça se Je sent. suis pas du tout en mode sacerdoce, on vient aider les gens, etc. Non. On prend énormément de plaisir, on gagne nos vies. Mais le moteur, il est en plus de faire ça dans le sens, putain, je prends vachement de plaisir quand je vois les gens rire, quand je vois les gens sourire, quand je vois les gens émus pour des belles raisons. Ça joue dans le plaisir qu'on prend à faire. Ces dernières années, je prenais moins de plaisir à faire jumper une foule. Bon, ouais, je l'ai beaucoup fait. Partager un truc plus intime, etc. Ouais, en ce moment, c'est un vrai plaisir. Ouais. Ok. Et puis, tu partages un truc plus fort, je pense. Dans cette tournée, elle est que dans des petits lieux de 100 places, assis, où on voit les regards des gens. Il y a un truc qui se crée qui est plus fort. Ouais. Et c'est intéressant, chacun a différentes épiphanies, je trouve, mais on revient quand même souvent quand on est jeune, on est ambitieux, on est sur l'ego et on est sur Mhm. Ouais. construire quelque chose. On a Bon, là, des vous choses à êtes tous apaiser, ouais. t'étais en collectif dès le début. Et derrière, on est plus sur transmettre et les autres. Mhm. Et là, c'est une variante de ça, je trouve, encore. Oui, mais encore une fois, comme je te dis, on prend autant qu'on transmet. Hein. Tu vois, je veux dire, Bien sûr. on y prend énormément de plaisir et on gagne nos vies aussi comme ça. Donc voilà, mais oui, en tout cas, pour nous, dans notre parcours, on a toujours eu envie de trucs vrais. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que le vrai, en ce moment, il passe par l'intime, entre guillemets. Par le réduire la réduire. voilure, petit truc, petit machin, au naturel, enfin voilà. Ok. C'est quoi ta marche d'après alors? Puisque tu as toujours fonctionné par je vise la marche du dessus. Et bah ça y est, je fonctionne plus comme ça. D'accord. Depuis quelques années. Parce qu'on a explosé tous nos objectifs. Et que du coup, je suis arrivé au stade où maintenant, le moteur, il me reste que la passion. Mais sans viser la marche du dessus. Tu continues à bosser quand même. Tu Oui, fais on pas bosse croire comme des que- tarés parce que, en fait, si, je vise toujours, mais plus tranquillement. C'est-à-dire, là, on fait 80 dates par an avec ce projet, c'est complètement fou. Et ben, on compte juste faire perdurer ça le plus longtemps. Et la marche du dessus, elle est plus juste dans le qualitatif de ce qu'on présente. C'est-à-dire que même au bout de 250 dates du premier spectacle, il n'y a pas une soirée où en montant dans le Duster avec Ricky, on n'a pas débriefé, des fois 3 minutes seulement, des fois une demi-heure. Sur putain, tel petit truc à un moment. Ah ouais. T'as vu, il s'est passé ça. Ouais, bien, comment on peut l'améliorer ou, Tu fais appel aussi à des externes pour t'aider à améliorer le spectacle. Il a changé depuis que moi je suis venu. Ouais, il m'a a dit. beaucoup changé. On a de temps en temps, on a 2 personnes. Fabio Licard qui de temps en temps vient jeter un œil et me fait des retours qui sont toujours ultra pertinents. Et Brain qui est le 3e de l'équipe dans le Duster qui lui est au son et à la lumière et qui fait partie vraiment, c'est pas un duo, c'est un trio en fait cette D'accord. histoire. Mais aujourd'hui la marche d'après elle est juste dans le faire un truc encore mieux dans ce qu'on présente. Mais pas dans l'ambition de... Ouais. Tu vois, pas dans l'ambition de... On veut des salles de plus en plus grandes. Non, pas spécialement. Mais par contre, vu que c'est un truc nouveau pour nous, plus on est bon, plus on est content. La marche d'après, elle est dans la L'amélioration satisfaction de continue. travail bien fait, de putain, c'était bien ce qu'on a présenté ce soir, à la virgule près et tout. Une démarche artistique, créatrice, Ouais, au bout de 30 ans, c'est chouette, En fait, de carrière. bah ouais, c'est-à-dire que là, encore une fois, mon ego, c'est bon. J'ai plus besoin d'aller chercher la marche de, j'aimerais bien un jour faire un album, être disque d'or, remplir des salles. Tous ces trucs-là qui sont des ambitions saines, mais qui sont aussi liés à l'ego. Bon, bah c'est tout ça, je l'ai vécu. Maintenant, viens, prends du plaisir. Donc j'ai moins besoin d'aller chercher des trucs liés à l'ego. Donc, plaisir de bien faire son truc et y prendre du plaisir. Qu'est-ce que tu veux que les auditeurs retiennent de toi alors? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de ce podcast? Ton enseignement, ta transmission? Ah, si on parle de transmission, moi je pense que pour tout projet de vie, et ça marche même dans les trucs perso, moi je crois que c'est super important de prendre le temps d'analyser vraiment et sincèrement quels sont nos moteurs
qui nous pousse à faire ça. Ça aide à comprendre plein de trucs et à... Parce que des fois, tu as même des moteurs... tu peux des fois avoir envie de faire tel truc par colère. La colère est un moteur, mais voilà, est-ce que tu es sûr que c'est ce moteur-là que tu veux suivre? Enfin voilà. Moi, je crois beaucoup à la notion de comprendre ces moteurs et voir ce qu'ils vont te permettre de faire ou pas. Si je devais transmettre, voilà, chaque fois que je discute avec des jeunes musiciens, par exemple, c'est un des premiers trucs sur lesquels j'arrive. C'est OK, pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi le moteur? C'est parce que si c'est devenir une star, est-ce que tu es sûr que c'est par la musique? Est-ce que tu ferais pas mieux par... et si c'est par passion de la musique, ok. Mais alors, est-ce que tu es sûr de vouloir... Enfin voilà, c'est quoi le moteur? C'est quoi ou les moteurs? Et en plus, c'est vachement important. Et les moteurs, ils évoluent avec l'âge, ils évoluent avec ta vie. Aujourd'hui, c'est quoi mes moteurs? J'en suis où? Enfin voilà. Ça a toujours été la passion pour toi. Ça a longtemps été la passion. Et puis, il n'y avait pas que ça. Il y avait la passion, un petit peu de l'ambition, un ego à assouvir. Le moteur principal, c'était la passion. L'ambition et l'ego, ça existait aussi. C'est des moteurs qui poussent. La passion est toujours là. L'ego, je crois que c'est réglé. L'ambition, il ne doit vraiment pas en rester grand-chose. Mais voilà, et encore une fois, la passion, c'est un moteur fort. Moi, je n'ai pas de jugement sur les moteurs de chacun. Tu me dirais, moi, mon moteur, il est uniquement financier. C'est un truc que je respecte parce que... et là encore, il est plus ou moins fort, sinon si tu es déjà multimillionnaire ou si toute ta famille galère. Le moteur, il n'aura pas la même puissance. Les deux ont un moteur financier, mais lui, gagner 1 million de plus ou pas, lui, gagner 1 million. Ça change la vie. Voilà, tous les moteurs sont respectables. Moi, les mecs qui me disent l'argent, ben oui, vu la situation, je comprends que ce soit ton moteur principal et ça se respecte. J'ai pas de jugement sur les moteurs, mais c'est important. Pour bien faire les choses, je pense, de savoir c'est quoi mon moteur, objectivement. Objectivement. Je veux pas trop réouvrir, mais j'ai quand même une question qui me brûle les doigts, les lèvres. Quelle est la... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis j'aurais pu faire mieux? Parce que ça peut paraître étonnant quand on a vendu des millions d'albums, mais est-ce que il y a quelque chose que tu te dis j'aurais pu faire qu'on mieux? aurait pu faire mieux, ouais. Mais en fait, je vois 1000 petites erreurs de parcours, mais qui sont des erreurs pas si importantes. Je dis des conneries, mais putain, tel album, la pochette, elle est vraiment pourrie. Enfin, ça des détails. Ah, c'est quel album? En quête de sens, j'adore l'album, mais qu'est-ce qu'elle est moche, notre pochette. J'ai plein de petits exemples comme ça, mais qui sont des épiphénomènes dans un truc. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Mais en fait, je sais pas, parce qu'il y a des trucs que tu comprends, mais il faut que tu sois passé par les épreuves, par les étapes d'avant. C'est l'expérience qui te fait dire, tiens, bah ça, peut-être que j'aurais dû faire, mais à l'époque, t'as pas l'expérience qui va avec. Donc, non, je regrette pas d'avoir tout passé par le dialogue. Peut-être que, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que par moment, moi, j'avais trop du mal à dire non et à aller à la confrontation. C'est un truc qui me... bon, bah, j'ai appris qu'en fait, c'est pas toujours... quand c'est fait de façon respectueuse et pour des bonnes raisons, le conflit, c'est pas grave. Le désaccord, c'est pas grave. Bon, bah, si je l'avais compris plus tôt, ça m'aurait simplifié la vie, ouais. Et sinon, des regrets... bah, j'aurais peut-être un peu moins fait le con en cours de musique quand on était au lycée. Moi, j'étais dispensé de chant pendant toute ma scolarité parce que j'ai une corde vocale un peu chelou. Bon, quand après tu te dis, je pense qu'il y en a qui se disent, mais comment c'est possible qu'il soit chanteur? Lui, il était dispensé. Bon, voilà. Non, mais non, pas grand-chose où je me dis qu'il n'y a pas de regrets. On est trop privilégié pour avoir le droit d'avoir des regrets. Moi, ce que je note, c'est aussi l'acceptation. Tu es en phase avec tes valeurs. Il y a des choses qui ont plus marché que d'autres, mais tout est OK et tout fait partie du parcours et tu prends tout. Même la dépression, tu dis je regrette pas. Donc, tu as acceptation totale de tout ce qui s'est passé. Oui, mais encore une fois, parce qu'entre guillemets, ça se finit bien. Moi, j'ai conscience qu'on est des privilégiés, donc c'est un peu compliqué de dire bon voilà, donc du coup, ça aide. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 40 ans et les 50 ans de ta carrière? Alors sincèrement, juste la santé, pour le reste on se démerde. Mais vraiment, j'ai perdu un ami, un jeune chanteur, peut-être le chanteur le plus talentueux du reggae que le reggae français ait jamais eu. Il y a quelques mois, il avait juste 34 ans.
merde, quand tu vois quand tout peut aller vite, donc juste la santé, le reste on se démerde. À nous de construire nos petits bonheurs, nos machins. Juste la santé, surtout qu'on prend de l'âge. Donc la santé, pour le reste on se démerde. Mike Dinka, merci beaucoup d'être venu, Avec d'avoir plaisir, c'était un partagé vrai avec plaisir. sincérité. C'était un vrai plaisir. C'était Mike Dinka, pour ceux qui ne le connaissaient pas personnellement et qui le découvrent plus intimement. Quelqu'un en phase avec ses moteurs, qui n'a pas utilisé son joker, Pas eu besoin. qui nous a montré comment utiliser chaque marche pour avancer sans forcément se fixer trop d'objectifs long terme et tout en restant droit dans ses bottes. On espère que ça vous inspire autant que nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, monsieur, dame.